Nous avons vu dans les parties 1 et 2 les données médicales, les troubles du comportement alimentaire, les déficits des habiletés sociales. Nous abordons maintenant les comportements problèmes, les crises et toutes ces situations difficiles pour la personne d'abord, les familles et tout l'environnement. En fait, il va falloir distinguer les troubles habituels, tout ce qu'on vient de voir là. Ces déficiences, ces troubles, ces manques. C'est la personne Prader-Willi de base, si je puis m'exprimer comme ça, harmonieuse, relativement facile à vivre. Il faut distinguer donc tous ces troubles des passages à l'acte qui sont réactionnels, qui sont toujours en lien avec le contexte et qui vont se manifester contre l'entourage, mais aussi contre la personne elle-même. On parle d'automutilation dans ces cas-là. Avec des comportements agressifs, physiques, verbaux. On voit des jeunes qui sortent des mots d'une vulgarité, c'est sidérant. Bon, c'est comme ça. Et donc ces troubles, ces comportements problèmes sont vraiment des facteurs d'exclusion. C'est ça qui va induire un rejet social, l'épuisement des familles, mais aussi des institutions, des professionnels. Et c'est vraiment les facteurs de rupture d'une continuité de parcours, c'est évident. Donc plus ces troubles vont être intensifs, plus ils vont être fréquents, plus ils vont durer longtemps. On va parler de comportement problème, comportement défi, mais c'est là vraiment qu'il y a une montée en puissance et qui fait que c'est très difficile pour une personne d'être accueillie dans un établissement. Alors, ces crises, comme on les appelle dans notre jargon un peu prader-willien, d'où viennent-elles ? Au départ, il y aura une frustration, une situation inconnue, imprévue, une angoisse qui est toujours là. Et puis, vu tous ces déficits qu'on vient de voir, ces déficiences, ces manques de réactivité, déficit cognitif, déficit d'adaptation sociale, pas d'expression. Ils vont pas dire, mais attends, là, ce qui se passe là, je comprends pas. C'est quoi cette histoire ? Oh, tu plaisantes ? Allez, redis-moi, on discute. Ben non, ils ne peuvent pas. Ben, on comprend très bien que, ne pouvant pas communiquer comme ça sur quelque chose qui les angoisse à ce point-là, la seule réaction, c'est ça pète, ça explose. Alors ça explose sur du mobilier, ça explose sur quelqu'un qu'on va faire mal, à qui on va faire mal, ça explose en langage verbal de tous les mots avec plein d'étoiles et tout ça, ça explose contre eux, et là je me gratte et je me gratte et je me gratte, voilà. Je voudrais juste donner un exemple qui est, d'ailleurs, c'est pas une personne Prader-Willi, c'est un exemple de crise chez un jeune autiste, mais un autiste de haut niveau. Et en fait, il allait avec ses parents, ils avaient prévu une sortie vélo à Groix. Donc, ils arrivaient, ils devaient louer des vélos, ils arrivent à Groix, il n'y avait plus de vélos disponibles. Et donc, ça a été l'explosion, vraiment. Et ça, c'est un bon exemple, parce que la personne était tout à fait capable de comprendre qu'on pouvait trouver autre chose, louer une voiture, je ne sais pas, peu importe. Mais c'était impensable. Il avait l'incapacité sur le moment de dire, bon, comment on va faire ? De poser la question pour l'aider à décoincer cette affaire-là. Et ça, c'est exactement ça, si vous voulez, une situation inconnue, imprévue, et l'incapacité à poser les questions qui vont bien pour sortir de cette situation. Les troubles du comportement, ils ne viennent jamais de nulle part. Il y a des explications qu'on découvrira peut-être longtemps après, mais qui sont là. Il y a parfois une douleur, l'inconfort somatique qu'on a un petit peu évoqué tout au début. Vu qu'ils ont un seuil de douleur très élevé, c'est là, c'est latent, mais ça les met mal. Et puis d'un seul coup, ils ne savent pas dire qu'ils ont mal quelque part. Ils sentent qu'ils ont un peu mal, mais c'est pas explicite là non plus, c'est pas dit. L'incompréhension d'une situation, hein. Un gamin qui arrive son IME le matin avec un quart d'heure de retard parce qu'il y a eu des bouchons, que le taxi est arrivé avec un quart d'heure de retard, l'instituteur, pour faire de l'humour, lui dit écoute, ce soir, écoute, on restera ensemble tous les deux un quart d'heure de plus parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, la salle de classe, elle a été vidée. Les chaises, tout est parti. Et c'est après qu'il a pu dire, oui, mais moi, tu me dis ça, et maman, elle m'attend.
comment je vais rentrer, voilà. Les difficultés d'adaptation, cette frustration permanente qu'on leur impose depuis la naissance. Il y a des moments, peut-être trop, c'est trop. Et puis, pareil, incapacité de le dire. La révolte contre leur maladie, c'est pas juste. Pourquoi je suis comme ça? Les réactions qui pour eux sont des violences verbales, mais des violences. Séverine, quand on lui a dit justement un jour, mais ça mérite une mise à pied d'aller aux toilettes et de pas nous prévenir et après de t'endormir et on te cherche partout, mais tu mérites une mise à pied. Elle m'a appelé en me disant, maman, ils veulent plus de moi, viens me chercher. Ça a pris des proportions qu'on n'aurait même pas imaginées. L'absence de projet d'avenir. Pendant des années, on est là, les parents, ils vont à l'école, ils vont à l'IME, il y en a qui vont en fac quand même. Il faut le savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y en a qui sont capables de beaucoup de choses, sauf qu'ils sont toujours tout seuls. Ils sont en fac tout seuls. Ils sont en ESAT, pas beaucoup de relations avec les collègues et tout ça. Ils sont toujours tout seuls quand même. Les événements de la vie, ça faut le savoir, c'est là aussi il faut qu'il y ait échange entre professionnels et familles, c'est-à-dire qu'une naissance, un petit neveu, une petite nièce, ça leur renvoie encore leur incapacité à vivre comme tout le monde. Et ils ne vont pas le dire forcément tout seuls, tout de suite. Mais quelques mois plus tard, il va y avoir un mal-être et puis une colère sur un petit détail qui va faire déborder le vase, voilà. Donc il faut vraiment, là encore, que tous ces événements de la vie, que ce soit dans la famille comme dans l'institution, un décès dans une institution, c'est énorme à porter. En fait, tous ces troubles de comportement, toutes ces crises, elles ne sont jamais sans raison. Et il faut vraiment avoir dans l'idée, quand il y en a une, d'une évaluation multidimensionnelle. Il faut vraiment chercher partout l'origine. Oui, je voudrais aussi ajouter que ces crises, on l'a dit, elles ne sont jamais sans origine, mais aussi c'est une forme d'expression, c'est-à-dire qu'elles veulent nous dire quelque chose. C'est ça qui est très, très compliqué, c'est d'intégrer le fait que cette violence contre nous, souvent contre nous ou contre l'institution, ça veut dire que quelqu'un cherche à nous dire quelque chose et on ne sait pas l'interpréter. Et là, c'est un très très gros travail. C'est d'ailleurs un problème plus général, c'est arriver à écouter ce que veulent ces personnes, ce qu'elles ressentent. C'est très compliqué. Rapidement, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde sait à peu près gérer. Que faire pendant et après les crises? Pendant la crise, ça ne sert à rien de parler. La personne est complètement hors de contrôle. Donc il ne faut pas chercher à expliquer, à avoir raison, à comprendre. Toute discussion sera vaine. Par contre, il faut isoler cette personne dans un endroit calme, en surveillant qu'elle ne se blesse pas. Et après la crise, comme je disais tout à l'heure, genre le jeune qui est capable de dire « mais maman m'attendait, j'aurais pas pu rentrer », après la crise, être capable de mettre un mot dessus, en effet, noter ce qu'il a déclenché, noter comment elle se déroule, et éventuellement la solution. Et ça permet, si c'est noté quelque part, parfois de faire des corrélations et de trouver des origines à des crises. À force d'écrire comme ça les différentes situations, ça peut aider dans certaines situations pour certains jeunes. Bon, et au calme, on reprend la situation avec la personne, on discute, on tente de comprendre, et éventuellement, on peut reposer un cadre, revoir un contrat, tout se fait, mais au calme, mais surtout pas pendant la crise, et c'est souvent longtemps après la crise. En tout cas, ne pas négocier une fois de plus. Une fois qu'une décision est prise, on s'y tient. On va monter un peu dans la puissance des crises et on va aborder rapidement les crises psychiatriques, ce qu'on appelle les crises aiguës. Tout au début, j'ai parlé de troubles psychiatriques atypiques. Je crois que c'est la première diapo. Parce qu'en fait, les patients, les personnes avec le syndrome de Prader-Willi n'ont pas de maladie mentale répertoriée dans les classifications classiques, dans les classifications de la psychiatrie. Et pourtant, ils ont des symptômes psychiatriques tout à fait identifiables. Ils peuvent présenter des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des troubles proches des troubles autistiques. On a vu, il y a beaucoup de troubles très autistiques. Des symptômes psychotiques, des décompensations. Là, on est vraiment dans les décompensations psychiatriques. Donc,
c'est des états ponctuels. Et ce que je vais vous présenter là, en fait, s'appuie sur la connaissance et l'expertise du docteur Denis Thuilot, qui donc gère l'hôpital marin de Hendaye, qui accueille depuis 20 ans 25 à 30 personnes avec le syndrome de Prader-Willi, donc qui a pu avoir une cohorte, comme on dit, de personnes porteuses, et elle a pu faire des constatations. Bon, tout en sachant qu'en effet, ce que tu as dit tout à l'heure, François, il y a peut-être un biais de recrutement à l'hôpital, parce que les gens qui vont là ne vont pas là par hasard complètement. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de portrait type psychiatrique, que les symptômes psychiatriques que j'ai un tout petit peu évoqués là, ils sont présents, plus ou moins, ils peuvent être majorés, et que l'importance du contexte personnel, la vie, l'histoire, l'environnement, est bien présente. Et donc, elle nous présente, Denis Thuilot, ces troubles psychiatriques comme une organisation de tableaux cliniques en strates. La strate 1, qui s'appelle le profil basal, ce socle constitutionnel de la personnalité Prader-Willi, c'est tout ce que l'on vient de voir dans la première partie, tous ces troubles, tous ces déficits. Donc il y a 50% en gros des personnes qui ne seraient que sur cette strate 1. Et puis, là-dessus, des organisations psychiques différentes vont se construire, en effet, de par le début de la vie, de par l'histoire, sur 3 grands modes, sur le mode impulsif, sur le mode compulsif ritualisé et sur le mode psychotique. Je ne détaille pas, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire, c'est de la psychiatrie. Et donc là, il y a une proportion un petit peu différente de 50% qui restent de ces personnes. Mais là-dessus, il y a ce qu'on appelle les épisodes de décompensation psychiatrique, aigus, réactionnels, transitoires, c'est-à-dire qui ne vont pas durer, et qui vont venir se greffer sur chaque organisation. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a par exemple une organisation impulsive peut très bien faire une décompensation psychotique. Qu'une personne qui est simplement sur le profil basal peut aussi faire une décompensation de type compulsif. Tout est possible. D'où la grande variabilité de ces épisodes violents, de ces troubles psychiatriques, et la complexité, là encore, à comprendre, à voir venir et à gérer. Il faut savoir que ces épisodes donc, sont réactionnels, il y a toujours une explication là aussi, transitoire, agitation, dépression, anxiété, délire, tout est possible. Ces personnes avec le syndrome sont quand même vulnérables aux troubles psychiatriques, il faut le savoir, il faut le connaître. Ces symptômes, ces crises apparaissent souvent brutalement, évidemment, au moment du début de l'adolescence, 14-15 ans, entre 14 et 20 ans, là où en effet, comme on a vu, la vie n'est pas facile, l'acceptation de la maladie n'est pas faite, tout est compliqué et qu'est-ce que je fais ici? Et c'est là qu'en effet, la personne qui est vulnérable, elle va exploser sur n'importe quoi. Alors, évidemment, il est important de les diagnostiquer. Souvent, la première crise, on ne la voit pas venir, parce qu'on n'est tellement pas prêt, surtout en tant que parent, mais même en tant qu'institution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le 15, on emmène soi-même son enfant en psychiatrie, c'est des choses où c'est l'établissement, c'est des moments très violents à vivre, c'est des moments qu'on n'oublie pas, que la personne n'oublie pas non plus d'ailleurs, il faut le savoir. Mais il n'y a pas trop le choix. Une fois qu'on a vu la première crise psychiatrique, il n'est pas dit qu'il y en ait d'autres déjà, mais s'il y en a d'autres, on les voit venir, là, on sait. Séverine, par exemple, c'est très amusant, une petite anecdote, quand elle avait Raoul qui venait dans sa chambre, Raoul n'était pas là. Il était en, comment on dit là, comme disait, en hologramme peut-être. Raoul était dans sa tête, donc elle parlait à Raoul dans sa chambre pour lui raconter son histoire, sa vie, de la journée ou de la semaine. C'était signe que très rapidement ça allait déraper, mais vraiment déraper. Donc nous on savait ça. Après on a prévenu l'établissement que Raoul était quelquefois là. Donc c'est bien de les diagnostiquer, ça évite des fois l'hospitalisation, ça évite simplement de mettre un médicament, un autre, et puis d'éviter l'hospitalisation. Enfin, dans cet aspect médical, il faut quand même savoir qu'ils sont très sensibles aux médicaments, surtout aux médicaments psychiatriques,
et qu'il est conseillé aux médecins psychiatres de pas trop doser dans un premier temps le traitement. Alors, quand je disais l'apparition, il faut essayer de les prévenir. Souvent, il y a quand même une modification très sensible du comportement habituel qui peut être annonciatrice en effet de ces épisodes de décompensation. Quelqu'un qui devient très raisonnable, qui ne veut plus manger, qui dit j'ai mon régime, attention. Quelqu'un qui ne veut plus se laver, qui est limite dépressif. Tout ça, il faut pas le prendre à la légère. Évidemment, pour toute famille et pour les professionnels aussi, hein, la psychiatrie, c'est quelque chose de violent et c'est quelque chose qui fait peur. Mais je crois qu'il faut comprendre qu'une souffrance psychiatrique, ça sert à rien. Si la personne est vraiment en souffrance et qu'on ne peut pas gérer autrement, eh bien, une prise en charge psychiatrique avec éventuellement une hospitalisation, des médicaments qui ne seront pas forcément à vie, hein, mais c'est quelque chose qui va aider la personne. Alors, on connaît dans des établissements, d'ailleurs des jeunes adultes, il y en a un auquel je pense, lui il part en vacances dans l'hôpital psychiatrique qu'il connaît bien. C'est-à-dire qu'il dit, moi en ce moment j'aimerais bien aller faire un petit séjour. Il y va, il a ses repères là-bas, l'équipe travaille bien sûr avec l'établissement où il est, il revient, il est bien. Donc vous voyez, il faut dédiaboliser la psychiatrie, parce que ça peut être une aide très importante, nécessaire. Encore une fois, là, à partir d'un certain niveau de souffrance psychiatrique, ça ne sert plus à rien. Il faut faire quelque chose. Alors, on va conclure. Quel projet de vie, quel accompagnement institutionnel ? Je vais répéter ce qui vient d'être dit, évidemment, surtout les phrases importantes. En fond de cette diapositive, vous avez Séverine, avec son beau sourire. C'est ce dialogue essentiel à construire, hein, parents, professionnels, apprendre à se connaître, apprendre à bâtir une confiance réciproque. Vous avez compris qu'agir sur l'environnement, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'un bras de fer est voué à l'échec avec ces personnes. Il faudra jouer sur l'environnement. Rechercher des autonomies et non l'autonomie. Rechercher la socialisation, les aider à vivre avec les autres. Et c'est là que les jeunes qui veulent vivre tout seuls, en appartement, c'est souvent voué à l'échec, parce qu'ils se retrouvent vraiment tout seuls, alors que dans un établissement, ils sont un peu obligés de vivre avec les autres. Et ça leur convient. Écouter la personne et avoir un discours commun entendu par elle. Et quand on dit écouter, il faut apprendre à l'écouter. Ils ont des choses à dire, mais il faut aller les trouver, ces choses. Avoir une approche préventive de la violence, c'est-à-dire plus on connaîtra la personne, mieux on pourra sentir à quel moment ça risque d'exploser. Donc c'est une anticipation. Préparer les transitions, le changement. Et cette anticipation, elle est essentielle à faire avec la personne, la famille, au sein de l'institution. Construire un projet de vie réaliste et cohérent. Alors, pour ce qui est des transitions, du changement, je vais terminer sur un dernier exemple que nous avons vécu avec Séverine il y a 10 ans. Au moment de changer de... Il fallait qu'on la change de foyer. Ça n'allait plus du tout là où elle était. Il fallait qu'elle change. Ça faisait 10 ans qu'elle y était. Tout le monde était usé, elle était usée, donc on décide de changer de foyer. Et on trouve un établissement tout près de chez nous, super, une place, ce qui est quand même très rare. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout faux. On dit à Séverine, ça y est Séverine, on t'a trouvé un super foyer, tu vas voir, tu vas changer, c'est tout près de la maison. Quand on ira en Bretagne, c'est sur la route, on te ramasse pour aller en Bretagne. C'est parfait, génial, génial. On lui fait visiter le foyer, elle est très contente. On décide, avec ce nouveau foyer, d'un essai, comme on dit, d'un stage de 3 mois. On prévient l'autre quand même qu'elle ne viendra plus. C'était bouclé. 3 mois se passent, on n'a pas trop d'écho, elle nous dit quand elle revient que c'est super, qu'elle est contente. 3 mois se passent, réunion pour faire le bilan. On arrive, la tête
de la directrice, de la psychologue, de je sais plus qui. Ambiance un peu tendue, on connaît bien. On se dit oulala. Et en effet, oulala, Séverine a été épouvantable pendant 3 mois, invivable, tapant, criant. On ne la connaît pas comme ça, nous. Comme quoi les comportements peuvent être très différents. On connaît des crises, mais pas comme ça. Hurlant, ahurissant. On ne peut pas la garder, on ne peut pas vivre avec elle. On a tenu 3 mois, on ne sait pas comment. On se dit, qu'allons-nous faire? On a dit à l'autre foyer qu'elle partait. Mais heureusement qu'on avait affaire à un foyer extraordinaire, tout au moins de gens intelligents qui ont réfléchi. Et ils nous disent, mais nous, on s'est mis en contact avec l'ancien foyer. On les a appelés et on s'est mis d'accord. Alors maintenant, si vous voulez bien, monsieur et madame Beignet, vous nous laissez faire. Et puis, Séverine va retourner dans son ancien foyer et elle va revenir visiter notre foyer, mais avec son éducateur, son référent, sa référente, et elle va refaire un stage de 3 mois. Eh bien, 3 mois après, Séverine était acceptée et elle y a vécu 10 ans. Donc, écoutons-les, et on ne l'a pas écoutée, mais ça on l'a su après. Pendant qu'elle faisait ses crises de colère et tout ça, il y a une dame du foyer, la maîtresse de maison, celle qui s'occupe de tout, de la vie, qui nous a rapporté, donc lors des obsèques, que Séverine n'arrêtait pas de lui dire, mais mes parents, ils exagèrent quand même. Ils me laissent pas faire un pot de départ. J'ai pas dit au revoir. Voilà. L'exemple de Séverine. Pour conclure, projet de vie et accompagnement institutionnel. Alors vous l'avez vu, on l'a dit, c'est vraiment une histoire singulière. C'est un parcours spécifique qui est propre à chaque personne, à chaque famille. Et il y a une difficulté qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, pour les familles, il s'agit de passer du maternage à l'accompagnement par des tiers. Donc on a dit cet attachement très fusionnel, ces relations familiales très particulières qui sont liées aux caractéristiques de cette maladie, à la fragilité de ces enfants qu'il a fallu vraiment accompagner, soutenir. Et ce que je voulais ajouter, c'est que cette histoire familiale, il y a le père, la mère et l'enfant, et il y a aussi les frères et sœurs, il y a tout l'environnement. Donc là, vous avez, pour les professionnels, vous avez devant vous une famille particulière, des parents qui ont été meurtris et qui ont une démarche très difficile, disons, à confier leur enfant, qui devient adulte ou qui est un adulte, à une institution. Et c'est vrai que les premiers contacts famille-institution sont des contacts très violents. On n'est pas prêt à ça. Voilà. Donc ça explique que la construction de ce projet, ça ne va pas être facile au début. Il va falloir que les familles et les professionnels s'apprivoisent, se fassent confiance. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va demander un gros travail de part et d'autre. Oui, je voulais préciser quand même un point, c'est que ce document, en fait, il a été créé au départ pour aider le personnel des établissements médico-sociaux pour adultes. Et il a été créé il y a maintenant plus de 10 ans. Et en fait, il correspond à la réponse, ou les aides qu'on pense apporter pour des personnes qui ont suivi les parcours, qui sont les parcours d'adultes qui ont maintenant 20, 30, 40 ans. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis, avec les connaissances qu'on a d'une part, d'autre part, la prise en charge par les professionnels du centre de référence et des centres de compétences, les parcours de vie des jeunes qui naissent maintenant, ils vont être complètement différents. Ils vont être complètement différents. On le voit d'ailleurs quand on voit les jeunes dans des réunions là, qui ont eu l'hormone de croissance, qui ont eu un suivi orthophonique, etc., etc. C'est plus les mêmes. Alors, c'est plus les mêmes, mais ils ont quand même ce syndrome. Ils sont porteurs de ce syndrome. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est à inventer, parce que je crois qu'il reste quand même une difficulté majeure, c'est que ils vont avoir des apprentissages
meilleurs, je pense qu'ils vont arriver, si vous voulez, à l'adolescence et après, avec des capacités mieux exploitées, mais pour l'instant, on n'est pas capable, la société globalement, de leur offrir des avenirs et des futurs avec suffisamment d'accompagnement pour qu'ils soient bien intégrés socialement. Donc c'est tous les débats qu'il y a à l'heure actuelle sur la société inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, personnellement, je dis ce que je pense, c'est que la société inclusive, ça veut dire mettre d'énormes moyens pour des cas complexes, d'accompagnement et sur mesure. C'est pas du cousu humain. On va pas rentrer dans des situations toutes faites, des solutions toutes faites. Voilà. Et ça, c'est un vaste défi et il faut que tout le monde s'y colle. Cette vidéo, nous avons essayé de traduire, de décrire la complexité de cette maladie, mais je voudrais terminer par quelques réflexions. L'expression du syndrome de Prader-Willi, tout d'abord, est très variable. C'est sans doute lié à la complexité des mécanismes génétiques qui sont impliqués, mais c'est aussi fonction de l'histoire personnelle, de l'histoire familiale et de l'environnement de la personne. Deuxième point, il est essentiel de tenir à distance le syndrome. La personne est tout d'abord une personne avec ses goûts, ses capacités, ses désirs, et c'est complètement essentiel de ne jamais l'oublier. Cette vidéo, enfin, montre plus les différences, les difficultés, mais ne parle pas assez des réelles capacités des personnes que nous ne savons malheureusement actuellement pas assez mobiliser. Enfin, elle décrit la situation à l'heure présente, mais le futur reste à écrire, évidemment. Et les avancées des connaissances, les avancées de la recherche sont extrêmement porteuses d'espoir. Nous espérons que cette vidéo vous apportera un certain nombre d'informations utiles, mais surtout qu'elle suscitera au sein de vos équipes des discussions et des échanges enrichissants, conduisant à une plus grande cohérence de tous, cohérence qui est essentielle. Merci de votre attention.